Cuba est une terre où le temps semble suspendu, mais où l'esprit est infatigable. Imaginez une Chevrolet d'époque glissant entre des demeures coloniales patinées par le temps, le rythme irrésistible de la salsa résonnant dans les rues ensoleillées et chaque coin de rue racontant des histoires de passion et de résilience. Mais Cuba est bien plus que cela, bien plus qu'une beauté nostalgique et des couchers de soleil de cartes postales. Sous ses couleurs éclatantes et ses murs patinés se cache un pays plein de surprises. À seulement 145 km de la Floride, Cuba donne l'impression d'être un monde figé dans une autre époque. Voiture classique. Visiter Cuba, c'est souvent faire un bond dans le passé, surtout lorsqu'on aperçoit les voitures. Après l'embargo, les États-Unis ont recommencé à recevoir des véhicules et des pièces détachées en 1960. Les livraisons ont ensuite cessé. C'est pourquoi les voitures classiques des années 1950, comme les Chevrolet, Buick et Ford, dominent encore les rues. Ces véhicules, surnommés tanks ou machines, sont devenus de puissants symboles de l'identité cubaine. Nombre d'entre eux sont entretenus avec soin. Transmis de génération en génération, ils continuent de rouler grâce à des réparations ingénieuses réalisées avec des solutions artisanales ou des pièces d'époque soviétique. Ils font désormais partie intégrante de l'expérience touristique. Les visiteurs paient pour se promener dans la Havane à bord de cabriolets colorés d'une autre époque. Bien que quelques voitures plus modernes soient apparues ces dernières années, les voitures anciennes constituent toujours la majorité du parc automobile. Cela témoigne non seulement de la créativité cubaine, mais aussi de la place de l'île dans un contexte historique plus large. Les liens étroits qui unissent Cuba au Venezuela et sa proximité avec les États-Unis font que les décisions prises à distance influencent discrètement la vie quotidienne, de la disponibilité du carburant au rythme même des rues. Architecture et barbacoa, maisons divisées, du centre-ville de la Havane. En pénétrant dans les grands immeubles anciens du centre-ville de la Havane, on perçoit rapidement une réalité bien différente de celle que laissent entrevoir leurs élégantes façades. Face à une grave pénurie de logements, les habitants ont imaginé une solution pratique, les barbacoas. Dans des pièces aux plafonds coloniaux très hauts, souvent de plus de 5 mètres, ils ont aménagé des étages, des structures supérieures improvisées en bois ou en béton, suspendues au-dessus du niveau de la rue. Ces bâtiments ressemblent à d'imposants palais baroques, mais à l'intérieur, ils sont divisés en petits espaces bas où plusieurs familles vivent les unes au-dessus des autres. Un autre détail qui frappe les visiteurs est l'absence de publicité commerciale. À La Havane, pas de marque de soda célèbre, d'enseigne de fast-food ni de logo à la mode. Ici, les murs affichent des messages révolutionnaires et des fresques colorées chargées de sens. Une ville sans publicité. Vous imaginez? N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Les femmes cubaines et la traditionnelle quinceañera. Les femmes cubaines incarnent l'âme de l'île. En flânant dans la Havane, on les croise partout. Elles gèrent de petites entreprises à domicile, exercent la médecine ou l'ingénierie et mènent leur vie de front. Débrouillardes, elles savent se débrouiller malgré la rareté des ressources. Elles représentent plus de la moitié des diplômés universitaires. Parallèlement, elles perpétuent les traditions culturelles. Ce qui attire le plus les visiteurs, c'est leur assurance et leur convivialité. Elles s'expriment avec franchise, rient naturellement et abordent la vie avec une énergie communicative, qu'il s'agisse de réparer une voiture, d'apprendre à danser aux enfants ou de guider leur famille. Les Cubaines démontrent que force et élégance peuvent coexister. Cette capacité d'endurance se reflète pleinement dans la tradition de la quinceañera, fête qui célèbre le 15e anniversaire d'une jeune fille. Malgré les difficultés économiques, les familles économisent longtemps pour rendre ce jour inoubliable. Les voisins confectionnent des robes somptueuses. Les photographes utilisent des appareils anciens. Et la ville se transforme en un décor où les jeunes gens posent devant des voitures de collection et des murs coloniaux patinés par le temps. Les festivités se prolongent tard dans la nuit avec une valse traditionnelle, généralement dansée d'abord avec le père, suivie de danses représentant chaque année de la vie de la jeune fille. Lorsque la musique change pour la salsa, la fête continue. Toute la communauté participe. Assister à une quinceañera permet de saisir l'essence même de Cuba, où la joie et la dignité demeurent présentes quelles que soient les circonstances. Les rues historiques et les nuits salsa de Trinidad. Les rues pavées de Trinidad ont été préservées grâce à la complexité de leur construction. Pendant de nombreuses années après la Révolution, la ville a manqué de ressources pour se moderniser ou se reconstruire. Ces bâtiments colorés ont vieilli lentement, tandis que d'autres quartiers de Cuba ont remplacé leur histoire par des immeubles en béton. Tout a changé lorsque l'UNESCO a inscrit Trinidad au patrimoine mondial et que les touristes ont commencé à affluer.
Ce qui semblait autrefois de la négligence est devenu, de façon inattendue, sa plus grande force. La pauvreté a acquis une valeur. Chaque après-midi, à la Casa de la Musica, les marches à ciel ouvert se transforment en l'un des espaces de danse les plus ouverts et accueillants de Cuba. Habitants et visiteurs s'y retrouvent, prennent un verre et dansent la salsa sous un ciel étoilé. La musique emplit l'air, les corps se meuvent ensemble et, l'espace d'un instant, toutes les différences s'effacent. Courir dans les rues de Trinidad, c'est comme entrer dans un tableau où le temps s'est arrêté au XVIIIe siècle, mais la ville vibre de vie, de musique et de l'énergie d'un peuple qui n'a jamais oublié comment faire la fête. Et si vous pensez que cette vidéo mérite d'être partagée pour toucher un public plus large, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec vos amis passionnés de voyage et de découverte. Ils vous remercieront de leur avoir fait découvrir un monde nouveau. La Playita, le coin secret près du Malecón à La Havane. Si vous demandez à un touriste où trouver une plage à La Havane, il vous indiquera presque toujours les plages de l'Est, une agréable bande de sable à une trentaine de minutes de la ville, généralement bondée de touristes et de vendeurs insistants. Posez la même question à un La Havaneway, avec assurance, il vous murmurera peut-être le nom, la Playita. Cette petite plage n'en est pas vraiment une. C'est une bande rocheuse le long de la digue, où le muret de la promenade forme une petite piscine naturelle abritée. Il n'y a pas de sable, seulement des pierres et du ciment poli par des années de vagues. Il n'y a ni service, ni gardien, ni vendeurs ambulants proposant des boissons fraîches. Chaque après-midi, les habitants du quartier s'y retrouvent pour se rafraîchir. Des adolescents sautent de points de plus en plus hauts et dangereux pour impressionner leurs amis. Des hommes plus âgés flottent en silence, bouche bée, les yeux fermés, comme si le courant les emportait vers Miami. De jeunes couples s'attardent dans l'eau peu profonde, cherchant de brefs instants d'intimité dans une ville où l'intimité est rare. L'eau n'est pas toujours propre, car le vieux système d'égout de la Havane peine encore à fonctionner. Pourtant, cela ne semble déranger personne. Pendant plusieurs heures, ce petit coin de mer est le même pour tous. Nul besoin d'argent. Les cartes de rationnement n'ont aucune importance. Il n'y a que l'océan et le même soleil qui brille des deux côtés du détroit de Floride. Apportez simplement une serviette, peut-être une bouteille de rhum à partager, et vous vous retrouverez peut-être bientôt plongé dans des conversations qui commencent par le baseball et se terminent par des rêves de rester ou de partir, de changer Cuba ou de l'accepter, de faire une révolution ou d'opter pour une transformation progressive. Musique cubaine. À Cuba, la musique n'est plus un simple passe-temps, elle est aussi essentielle que l'air que l'on respire. C'est la salsa, la rumba, le mambo. Ces sonorités sont nées ici et ont ensuite conquis le monde entier. Promenez-vous dans n'importe quel quartier et la musique jaillit des maisons, des rues et des places. Les anciens jouent du tambour sur le trottoir. Les enfants apprennent à danser avant même de savoir marcher. Les adolescents se réunissent dans des bâtiments délabrés pour former des groupes, créant une musique si puissante qu'elle pourrait remplir des stades ailleurs. Des concerts ont lieu constamment, souvent dans les endroits les plus inattendus, avec une musique d'une grande qualité qui transcende les difficultés environnantes. Les musiciens jouent d'instruments anciens avec passion et espoir. Ils se produisent dans des salles surchauffées et mal ventilées, la sueur ruisselant sur leur front, créant ainsi un moment inoubliable. Le rythme est profond, naturel, irrésistible. Même ceux qui n'ont jamais dansé se laisseront emporter par la musique cubaine. Baracoa. Pendant une grande partie de l'histoire de Cuba, Baracoa semblait aussi isolé qu'un autre monde. Située à l'est de l'île, entourée d'une jungle dense et de montagnes escarpées, elle est restée coupée du reste de Cuba jusqu'en 1960, date à laquelle le gouvernement a achevé la route dite du phare. Parcourir cette route n'est pas une fin en soi. Elle serpente à travers les montagnes, avec des virages serrés et sans barrière de sécurité. Elle traverse 11 zones écologiques distinctes, mais cet isolement même, qu'elle a finalement rompu, a aussi préservé quelque chose de précieux. Baracoa a créé ses propres traditions, sa propre cuisine et son propre rythme de vie, sans presque aucune trace de la domination espagnole, ni de la culture américaine. Cet isolement a un prix. Lorsque des pénuries frappent le reste du pays, Baracoa en ressent plus fortement les effets, car les approvisionnements arrivent lentement. Lorsque des ouragans frappent fréquemment cette côte, l'aide met du temps à atteindre la ville. Le contrôle gouvernemental y est également plus faible, car faire respecter les règles devient difficile lorsque les routes sont impraticables pendant des semaines après les tempêtes. À Baracoa, la noix de coco est omniprésente. Le cucurucho, une confiserie locale, est préparée avec de la noix de coco râpée, du miel et des fruits tropicaux.
Enveloppé dans des feuilles de palmier, il est vendu à petit prix dans la rue. La noix de coco entre dans la composition du riz et des sauces pour poissons et s'incorpore même au petit déjeuner. Refuge sur les hauteurs. Si vous montez assez haut un escalier bien usé dans le centre de la Havane, vous découvrirez l'un des trésors cachés de la ville. Les toits d'altitude, les jardins et les espaces sociaux qui deviennent des havres de paix. Vus de la rue, ces bâtiments semblent sur le point de s'effondrer à tout moment. Mais si l'on dépasse les murs écaillés et les carrelages cassés, on monte plusieurs étages où les rampes ont disparu depuis longtemps. Soudain, vous entrez dans un refuge inattendu. Ici, les voisins ont créé des espaces verts en utilisant des barils de pétrole mis au rebut, des baignoires fêlées et de vieilles boîtes à musique. Les tomates poussent dans des pots de peinture. Les mauvaises herbes poussent sur des éviers cassés. Chaque coin compte, car les mêmes légumes là-bas, s'ils existent, peuvent coûter une semaine entière de salaire. Mais ces toits représentent bien plus qu'un simple support. Quand la nuit tombe et que la chaleur diminue, les voisins se rassemblent au-dessus de la ville. Quelqu'un apporte du rhum. Une autre personne joue de la guitare. La terrasse se transforme en un lieu de musique, de danse, de rire et de confession chuchotées à la fois. Aimeriez-vous vivre quelque chose comme ça? Écrivez « oui » dans les commentaires si vous le souhaitez. Un habitant, ancien ingénieur, aujourd'hui chauffeur de taxi-moto, l'explique ainsi. Le gouvernement peut contrôler les rues, les magasins, même Internet. Mais ici, c'est à nous. C'est Cuba libre. De cette hauteur, la Havane semble différente. Les vêtements mis à sécher bougent comme des signes de force. Les toits sont reliés par des passerelles de fortune. La digue scintille au loin et les clochers des églises s'élèvent dans les rues humides comme des promesses silencieuses. Éducation et contraste. Si vous montez dans un taxi à la Havane et que le chauffeur parle couramment anglais, aborde des sujets comme la musique ou la philosophie, ou vous explique quelque chose, vous vous demandez peut-être pourquoi vous vous trouvez dans un endroit aussi particulier. La science complexe, n'est-ce pas? À Cuba, il est courant que des professeurs d'université, des ingénieurs, voire des médecins, travaillent comme chauffeurs de taxi ou serveurs. L'éducation est entièrement gratuite, de la petite enfance aux études doctorales les plus avancées, et le taux d'alphabétisation avoisine les 99%. Le gouvernement investit massivement dans l'éducation de sa population, mais l'économie peine souvent à assurer la pérennité de ces investissements. Dans certains cas, un chirurgien qualifié gagne moins qu'un médecin qui soigne les touristes et reçoit des pourboires. Ce qui est frappant, c'est que, malgré la rareté des ressources matérielles, les Cubains sont très cultivés et réfléchis. On peut s'asseoir à la terrasse d'un café, un verre à la main, et discuter de politique internationale avec pratiquement n'importe qui. La nourriture est peut-être rare, mais les idées ne manquent pas. Le pays a investi massivement dans le savoir humain et a découvert qu'il avait créé une génération aux capacités dépassant les limites de la réalité nationale. L'arrivée à Cuba révèle un contraste saisissant. Le pays est confronté à la pauvreté. De nombreux magasins ont des étagères, le système de santé cubain et le prestige international des médecins cubains, des rues désertes et de nombreux hôpitaux à l'aspect vétuste, comme figés dans le temps. Pourtant, les médecins cubains sont reconnus par beaucoup comme parmi les meilleurs au monde. Ici, il est courant de trouver un médecin à quelques minutes à pied. Le ratio de médecins par habitant est remarquablement élevé. Et le plus impressionnant est que cela se réalise malgré le manque de matériel et d'équipement de base. Malgré l'embargo, les médecins cubains, même sans ressources modernes, font preuve d'une compétence extraordinaire. Leur approche médicale est axée sur la prévention, visant à empêcher la maladie de se développer pleinement. Chaque année, Cuba envoie des milliers de professionnels de santé à l'étranger pour lutter contre les épidémies et apporter leur aide après des catastrophes naturelles. De fait, l'exportation de connaissances médicales est devenue la principale source de devises étrangères du pays, devant le tourisme et la production de cigares. Nombreux sont ceux qui attribuent la solidité du système de santé cubain à sa structure socialiste et à son fort engagement envers l'éducation. Bien que les hôpitaux manquent souvent de technologies de pointe, le niveau des soins reste étonnamment bon. Ce modèle privilégie le bien-être humain au détriment du profit et a valu à Cuba le respect et l'admiration du monde entier. Nourriture et vie de rue. En flânant dans les rues de la Havane, vos papilles sont confrontées à des contrastes saisissants sous une chaleur intense et étouffante. La boisson de rue la plus répandue est le granizado, de la glace pilée imbibée de sirop coloré qui rafraîchit instantanément. Avec un peu de chance, vous trouvez peut-être du guarapo, du jus de canne à sucre frais, bien que les vendeurs soient souvent en rupture de stock en raison de la pénurie constante de canne à sucre. Le soir, au coin des rues où résonnaient autrefois les rires,
ceux-ci reprennent de plus belle. Les voisins se rassemblent autour de bouteilles de rhum bon marché qui ne coûtent que quelques pesos, savourant ce breuvage comme un bref répit face au stress quotidien. Un repas cubain typique se compose de riz et de haricots noirs, parfois accompagné d'un petit morceau de poulet. Lors d'occasions spéciales comme le Nouvel An, le porc, et en particulier le jarret de porc rôti, est à l'honneur, réunissant famille et voisins autour d'une même table. Le détail le plus surprenant est peut-être la loi cubaine stricte concernant l'élevage. Toutes les vaches appartiennent à l'État. Même si un agriculteur en élève une depuis sa naissance, il est illégal de la tuer. Pendant longtemps, la peine encourue était plus sévère que celle infligée pour avoir causé la mort d'une personne. Si une vache meurt de cause naturelle, son propriétaire doit en informer l'État et attendre une inspection officielle avant d'être autorisé à la récupérer. L'art, l'élégance et l'histoire des cigares cubains. Depuis des siècles, les cigares cubains symbolisent l'élégance, le prestige et un savoir-faire d'exception. Le processus de fabrication est aussi impressionnant que le résultat final. Les feuilles de tabac sont soigneusement sélectionnées, laissées à vieillir, puis roulées par des artisans expérimentés, formés au fil des années. Dans les manufactures, les ouvriers écoutent des lectures à voix haute pour rester concentrés, une tradition qui remonte au XIXe siècle. À Cuba, fumer un cigare est un véritable plaisir. On le savoure lentement, généralement accompagné d'un café corsé ou d'un rhum vieux. Pour de nombreux Cubains, les cigares ne sont pas de simples produits de consommation, mais font partie intégrante de leur patrimoine culturel. Chaque année, Habano S.A. organise à La Havane un grand festival du tabac qui attire de riches collectionneurs du monde entier. Des marques prestigieuses telles que Cohiba, Monte Cristo et Partagay sont présentées et la ville rayonne de luxe et de raffinement. Le Rhum Havana Club est l'origine de cocktails emblématiques Mojito, Daiquiri, Cuba Libre. Le Rhum Havana Club est considéré comme un trésor liquide de Cuba, vieilli en fût de chêne sous le soleil tropical. Il acquiert une douceur et une profondeur inégalées par les boissons moins chères. Une bouteille de cet âge est abordable sur l'île, mais se vend beaucoup plus cher à l'étranger. Les Cubains le mélangent avec du cola et du citron vert pour préparer le Cuba Libre, un cocktail qui reflète l'esprit de l'île. Le Mojitoï est né, d'abord utilisé comme remède avant de devenir mondialement célèbre. Le Daiquiri a été perfectionné à La Havane, au Floridita, où, dit-on, Hemingway aimait se retrouver. Mojito, Cuba Libre ou Daiquiri. Quel est votre cocktail cubain préféré? Votez en écrivant le nom de votre boisson favorite en commentaire. Le rhum est présent à toutes les célébrations, réunions et soirées décontractées sur l'île. Il unit les gens et perpétue les traditions. Certains affirment même que ses effets sont plus doux le lendemain, car ils estiment que sa qualité surpasse celle des boissons alcoolisées produites en masse ailleurs. Le baseball. À Cuba, le baseball n'est pas qu'un simple passe-temps. C'est un élément essentiel du quotidien. Originaire des États-Unis, il s'est rapidement adapté et est devenu une véritable passion nationale. Des rues des quartiers aux stars professionnels, le baseball est omniprésent, façonnant les rêves des jeunes, les conversations d'enfance et la vie adulte. Les joueurs cubains sont admirés pour leur talent exceptionnel, alliant dons naturels et entraînement rigoureux et constant dès le plus jeune âge. Nombre d'entre eux, parmi les plus talentueux, quittent le pays pour poursuivre une carrière professionnelle à l'étranger, où les opportunités et les revenus sont bien supérieurs. Leurs succès internationaux alimentent la fierté et l'intérêt que Cuba porte à ce sport. Ceux qui restent continuent de jouer non pas pour l'argent, mais par honneur, loyauté et fierté nationale, évoluant dans un championnat local suivi par des supporters extrêmement dévoués. Les stades vibrent d'enthousiasme, créant une ambiance comparable à celle des grands événements sportifs internationaux. Les conversations et les discussions sur les équipes, les joueurs et les matchs passés rythment les journées. Les plus âgés débattent des statistiques avec la passion de véritables experts. Pour les Cubains, le baseball est plus qu'un sport. C'est une échappatoire, une joie partagée et une puissante source d'identité. Le colibri d'Helena. Cuba abrite le colibri d'Helena, le plus petit oiseau de la planète. Il mesure seulement 5 à 6 cm et pèse moins qu'une pièce de monnaie. Sur l'île, on le surnomme le « petit moucheron du soleil » en raison de sa taille et du battement rapide de ses ailes. Le colibri est souvent confondu avec un insecte, malgré sa taille minuscule. Il joue un rôle fondamental dans la pollinisation des plantes et l'équilibre de l'écosystème. On peut l'observer parmi les fleurs dans les zones rurales, notamment dans l'est de Cuba. Rare et difficile à apercevoir, son observation est un véritable trésor pour les amoureux de la nature. Le colibri d'Helena reflète la richesse naturelle de Cuba,
terre de couleurs intenses, de musique et d'histoire. Il est surprenant que l'une de ses plus grandes merveilles soit aussi l'une des plus petites créatures vivantes sur Terre. Un Noël qui se prolonge jusqu'en janvier. Il est tout à fait normal de voir des décorations de Noël encore accrochées en janvier. Ce n'est pas de la négligence, mais bien une tradition. Noël ne se vit pas qu'un seul jour, mais comme une longue période de joie. L'une des raisons est le calendrier festif qui s'étend jusqu'au 6 janvier, jour de l'Épiphanie, où les enfants reçoivent des cadeaux et qui marque la véritable fin des célébrations. De plus, l'esprit festif, cette joie de se réunir et de célébrer, encourage à répandre le bonheur autour de soi. On peut ainsi oublier les difficultés du quotidien. Préparer des décorations et des repas spéciaux demande aussi beaucoup d'efforts une fois la maison décorée. De nombreuses familles préfèrent profiter des festivités pendant plusieurs semaines avant de tout ranger. Garder les lumières allumées est une façon de préserver la chaleur, l'espoir et le confort au sein du foyer. Tradition du Nouvel An. À l'instant précis où arrive la nouvelle année, de nombreux Cubains jettent des seaux d'eau par leurs fenêtres ou balcons. Ils croient que ce geste éloigne la tristesse, la malchance et les problèmes passés, ouvrant la voie à un nouveau départ. Immédiatement après, ils essaient de manger 12 grains de raisin au rythme des coups de l'horloge. Chaque grain représente un mois, et sa saveur semble donner un indice sur ce qui va suivre. Une autre tradition animée consiste à regarder les gens courir dans les rues avec des valises vides. Plus ils courent vite et légers, plus ils auront de voyages à faire durant l'année. Non loin de là, des poupées de chiffon, symbolisant l'année écoulée, sont brûlées. Les flammes dissipent la négativité au milieu des rires et des cris de joie. Et au centre de tout cela, il y a l'irrésistible odeur d'un cochon entier rôtissant sur un feu de joie. Les familles veillent toute la nuit ensemble, retournant le grill et badigeonnant la viande de sauce, renforçant leurs liens alors qu'elles abordent ensemble la nouvelle année. Lien de fraternité. L'un des liens les plus surprenants entre Cuba et le Vietnam est la profonde amitié qui unit ces deux pays, malgré leur éloignement géographique. En août 2025, le Vietnam a collecté 25 millions de dollars américains pour Cuba en seulement 2 mois, un geste d'aide exceptionnel d'un pays en développement à un autre. Ce lien s'est forgé dans la lutte et le sacrifice partagé en 1969. Cuba a observé 7 jours de deuil national suite à la mort d'Ho Chi Minh, et en 1973, Fidel Castro s'est rendu sur le front vietnamien et a promis un soutien considérable, contribuant à la construction de fermes, d'hôpitaux, de ponts et de logements. Lorsque le conflit a éclaté à la frontière nord du Vietnam en 1979, Castro a déclaré que Cuba était prête à verser son sang pour le Vietnam. Durant les années d'embargo et de pénurie de vaccins qui ont suivi, Cuba a envoyé une aide médicale qui a sauvé la vie de nombreux enfants vietnamiens. Deux nations séparées par la distance, mais unies par la loyauté, partagent une promesse. Aucune n'affrontera ces difficultés seule. Cuba n'est pas seulement un pays, c'est une leçon vivante de résilience humaine. La créativité est l'art de trouver la joie dans des situations quasi impossibles. Des jardins luxuriants sur les toits d'immeubles délabrés, des voitures anciennes qui continuent de rouler grâce à une volonté de faire, des médecins dévoués au bien-être de tous même dans des hôpitaux dépourvus des ressources les plus élémentaires, des musiciens qui créent des merveilles avec des instruments abîmés. Cuba démontre que l'abondance ne consiste pas à posséder tout ce que l'on désire, mais à donner du sens à tout ce que l'on a. Le rythme de vie est différent car les Cubains ont appris une leçon que le reste du monde cherche encore à comprendre. La communauté prime sur la consommation, les relations comptent plus que les biens matériels, et la créativité ne naît pas malgré les limitations, mais grâce à elle. Certes, Cuba fait face à d'immenses défis. Il y a des contradictions, des imperfections passent inaperçues et les complexités politiques sont manifestes. Mais au fond, il y a quelque chose d'exceptionnel. Une société qui a refusé de se laisser définir par les circonstances, qui a transformé la rareté en innovation et bâti une culture où le lien humain demeure la richesse la plus précieuse. La prochaine fois que le rythme effréné de la vie moderne vous pèsera, souvenez-vous des plages secrètes où les Havanais se retrouvent, n'ayant besoin que de la compagnie des autres. Souvenez-vous des jardins sur les toits où poussent des légumes dans des pots de peinture, où la scène musicale s'épanouit dans des endroits improbables. Souvenez-vous que parfois, les plus belles choses ne naissent pas de l'abondance, mais de la décision de créer la beauté sans elle, sans importance ni circonstance. Cuba nous apprend qu'il est possible de vivre à un rythme différent, où le temps s'écoule plus lentement, les liens se tissent lentement et la joie jaillit des moments les plus simples, dans un monde qui semble souvent nous échapper. C'est peut-être précisément la leçon que nous devons tous apprendre. Avez-vous déjà visité un endroit qui a complètement transformé votre vision de ce qui compte vraiment dans la vie? Partagez votre histoire dans les commentaires.
Je les lis tous et j'adore découvrir ces moments qui changent notre regard sur le monde. Si ce voyage à Cuba vous a donné envie de découvrir d'autres cultures méconnues et des histoires inédites, j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, car nous serons de retour la semaine prochaine. Plongeons dans un autre coin du monde où la vie vibre à un rythme extraordinaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ralentir et de se recentrer sur l'essentiel, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir est de se souvenir qu'il existe encore des lieux où le lien humain est primordial.